Bonjour à tous et bienvenue dans Présidentiel Hebdo avec Aude Morakini. Bonjour Aude. Bonjour, bonjour à tous. Toute l'actualité de cette campagne et cette semaine, Nicolas Sarkozy ne veut pas croire les sondages et table toujours sur une dynamique. François Hollande, lui, parle pour la première fois de victoire, mais appelle bien sûr les électeurs à la mobilisation. La troisième place toujours en jeu. Selon certains sondages, Marine Le Pen passe devant Jean-Luc Mélenchon. François Bayrou, lui, semble résigné à l'avoir perdu et se rêve du coup en faiseur de roi. Enfin, nous parlerons toujours politique, mais sur un ton beaucoup plus léger. L'humoriste Christophe Allévêque a créé le personnage de Super Rebelle, un candidat libre qu'il incarne jusqu'au 6 mai au soir, au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il sera notre invité pour finir cette émission. Et avec nous d'abord pour commenter la semaine, Brice Teinturier. Bonjour, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Et Franck Tapiro, bonjour. Vous êtes président de l'agence de communication Hémisphère Droit. En 2007, vous avez conseillé Nicolas Sarkozy. Vous avez été notamment à l'origine du Ensemble, tout devient possible. 5 ans après, est-ce que vous assumez toujours ce slogan? Non seulement je l'assume, mais je pense que tout est encore possible pour Nicolas Sarkozy. C'est toujours d'actualité, Franck Tapiro. Bien sûr, c'est encore plus d'actualité depuis quelques temps seulement. Il y a 2-3 mois, entendre évidemment les partisans du candidat de gauche et de tous les autres candidats, ils disaient que c'était plié, de toute façon l'élection est pliée. Moi, vous savez, je fais beaucoup de sport, et en sport comme en politique, il y a une règle, rien n'est jamais plié tant qu'on n'a pas passé ou la ligne d'arrivée ou avant le coup de sifflet final. Brice Teinturier, tout est encore possible. Vous, le spécialiste des sondages? Je ne dirais ni que l'élection est pliée, c'est d'ailleurs une expression que j'ai toujours refusé d'utiliser quand des journalistes tentaient de nous la faire dire, ni que tout est possible. C'est-à-dire que malgré tout, il y a quand même... C'est le nini? Il y a des dynamiques d'opinion, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas ignorer que, effectivement, depuis plus d'un an, toutes les enquêtes de second tour nous montrent, dans un choix bipolaire, un avantage à François Hollande. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de porosité à l'intérieur des blocs, beaucoup de fluidité, que ce n'est pas encore cristallisé. Et donc, moi, j'attends la photographie réelle du 22 avril pour ensuite envisager la phase suivante. Il y a un avantage incontestable, je crois, à François Hollande, mais ce n'est pas la même chose de dire ça que de dire que l'élection est pliée comme si plus rien ne pouvait se passer. Ça, c'est absurde. Brice Teinturier, vous dites rien n'est cristallisé. C'est un terme qu'on emploie effectivement souvent quand on parle de sondage, c'est-à-dire que l'opinion n'a pas encore fait son choix. Est-ce que c'est rare quand à une semaine du premier tour, les gens n'ont pas encore fait leur choix? Là encore, je ne dis pas rien n'est cristallisé. Il y a des électeurs qui ont cristallisé leur vote. Il y en a d'autres, et c'est ça qui est intéressant, qui manifestement hésitent beaucoup encore entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon. Il y a également de la fluidité entre Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Donc aux marges de chaque candidat, il y a des zones encore d'incertitude, non cristallisées si on veut employer l'expression, aux marges de chaque candidat. Ça veut dire que la photo finale du 22 est encore un peu floue, moi je trouve. Les grandes masses sont construites, mais il peut y avoir de la déformation. Et c'est ça qu'il faut regarder de près. Et sans suspense, ce serait en même temps ennuyeux. Donc c'est bien qu'il y en ait Moi, jusqu'au je bout. cherche ni à faire du suspense, à être ennuyeux, Une je cherche à campagne comprendre ce ennuyeuse, qui peut sortir. Une campagne extrêmement ennuyeuse sur le fond déjà, puisqu'on est passé du permis de conduire à la dette, en passant... Enfin, quand on prend les derniers thèmes, c'est quand même extraordinaire. C'est un bon tour, on a l'impression que le matin, c'est bon, on va choisir quoi? Il n'y a pas de ligne. En 2007, en 2007, je me rappelle quand même que chaque parti, chaque candidat avait une ligne, avait des thèmes de campagne, c'était pas des slogans. C'était les thèmes de campagne, et c'était pas quelque chose qu'on agitait le matin pour essayer de faire un peu de buzz ou essayer de tweeter. Là aujourd'hui, je vous mets au défi de me sortir les 3 mesures phares des 3-4 candidats prioritaires qui sont plutôt en tête. Aujourd'hui, je pense que quand on fait une première photo, alors à quelques jours, c'est intéressant, c'est ça qui crée vraiment la seule excitation de la campagne, elle est là. C'est que je suis totalement d'accord, la photo du 22 avril n'est pas faite. Elle n'est pas faite. Quand on pense qu'il y a peut-être 30%, alors on va donner des masses et des chiffres, évidemment je parle sous votre contrôle, 30% d'abstention, a priori, les vacances, c'est pendant les vacances de Pâques. Les procurations, je ne connais pas le taux justement de personnes qui ont transformé en procuration. Les votes blancs qu'on ne comptabilise pas, c'est un véritable scandale. Je vois que même le chef de l'État ce matin, heureusement, comme François Bayrou, se prononce pour la comptabilisation des votes blancs. Et le fait que, et ça je voudrais qu'on en parle, entre 30 et 40% des gens au premier tour ne veulent ni de Nicolas Sarkozy, ni de François Hollande. Alors, quand on agite tout ça dans un checker... Franck Tapiro, vous avez fait un clip qui a buzzé cette semaine sur le net, un clip contre l'abstention, justement, vous en parliez. On regarde, puis on en reparle après. Bien sûr.
Ne votez pas pour moi. 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 Ni 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 pour moi. Votez pour vous. L'abstention n'est pas la solution. I am Dominique de Villepin and I approve this message. Alors ne votez pas pour eux, votez pour vous. C'est quand même une vision assez négative hein, de la vie politique. Il n'y a aucun qui puisse susciter l'adhésion, si ce n'est l'enthousiasme. Non, c'est pas comme ça. En fait, je me suis dit que l'abstention, évidemment, n'était pas la solution. D'ailleurs, on l'a mis à la fin, comme on le met sur les paquets de clopes, hein, pour montrer aux gens que s'ils veulent protester, ce n'est pas la solution de s'abstenir. Mais quand on regarde aujourd'hui, dans l'état même du vote, la seule façon de protester, c'est quoi? Alors, ne pas y aller, ou alors voter blanc. Mais voter blanc, c'est plus un vote de protestation, puisque le vote blanc n'est pas comptabilisé. Ça veut dire que chaque année, chaque scrutin, on sait le nombre de gens qui ne vont pas voter, et ceux qui vont voter pour exprimer une idée, pour dire que l'offre ne leur plaît pas, parce que peut-être que l'offre politique aujourd'hui, décalée par rapport à leurs attentes, n'est pas comptabilisée. Donc j'ai voulu juste faire cette petite cristallisation sur ce double message. Brice Teinturier, sur l'abstention, aux alentours de 30%, ça serait encore une fois un record. Ça, c'est un chiffre, 32%, qui a été donné par un de nos confrères. Nous n'avons pas Notre cela. institut. Nous n'avons pas cela. Vous êtes situé aux alentours de combien? Nous avons en intention déclarée d'aller voter entre 78 et 80% des Français qui nous disent qu'ils vont aller voter. Alors c'est même sûrement surdéclaré, mais en tous les cas, nous avons quelque chose non seulement de constant, mais qui a plutôt progressé que décru. Et je crois que dans cette élection, il y a des leviers de mobilisation. Donc nous parions plutôt, nous essayons d'estimer une abstention qui sera plutôt entre le record de participation de 2007, 16% seulement d'abstention, et le record d'abstention de 2002, 28%. Plutôt en dessous donc de 28%. 32%, il faut se rendre compte de ce que ça signifie. C'est énorme. En tous les cas, nous n'avons pas ça. Et je crois que dans cette élection, il y a certes peu d'espoir comme on pouvait l'avoir en 2007, parce qu'en 2007, tout simplement, le chômage est plutôt en décrue, qu'on a des candidats qui n'ont jamais exercé le pouvoir en tant que président sortant, donc la possibilité de changer les choses est beaucoup plus forte, qu'il y a plein de raisons qui font que le réenchantement du politique est possible. Là, il y a la crise. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait quand même, sur fond de déficit et de crise, une opinion publique plus désenchantée. Ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas voter. Qui souffrirait le plus d'une forte abstention? Alors, je peux vous faire tous les scénarios possibles et vous expliquer. Ça m'amuse beaucoup parce que l'abstention, vous pouvez lui faire dire potentiellement ce que vous voulez. Vous pouvez dire qu'elle va avantager la gauche, qu'elle va avantager la droite, et vous n'avez pas un modèle qui serait un modèle vraiment lourd, rigoureux, permettant de dire ça va avantager tel ou tel candidat. En revanche, à l'envers par rapport à l'abstention et au vote dit blanc, ou moi ce que j'appelle le vote contestataire, si on comptabilise le vote contestataire, je pense que ça bénéficiera, on va dire, aux partis du centre, de droite et de gauche, ni les partis républicains classiques. Et pas aux petits candidats. Je ne parle pas de petits candidats, mais pas aux extrêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller voter blanc, qui veut contester, il dit si je veux le blanc, je ne serai pas comptabilisé. Si je m'abstiens, on ne va pas m'entendre. Donc qu'est-ce que je fais? Je vote pour les extrêmes. Je suis convaincu qu'au premier tour, depuis des années, si les extrêmes montent, c'est parce qu'ils engrangent énormément de gens pour qui voter pour les extrêmes est la seule façon de contester et de protester. Je pense que là-dessus, le vote blanc, à mon avis, aurait un impact, la comptabilisation du vote blanc, très mineur sur le reste. Je crois que la question qui est posée, c'est l'utilité du vote aujourd'hui. C'est pourquoi un électeur a-t-il ou non le sentiment que son vote est utile? Est-ce que ça permet de changer les choses dans le pays? Ou est-ce que le contexte de mondialisation, de faiblesse des marges de manœuvre leur donne le sentiment que finalement, quel que soit le candidat qui sera élu, il n'y aura pas tellement de marge de manœuvre différentes. Alors malgré tout, moi je crois qu'il y a eu des lignes de force dans cette campagne. C'est vrai, là je rejoins tout à fait Franck Capero, qu'on n'a pas le thème central comme on l'avait en 2007, en 2002, en 1995. Mais malgré tout, il y a quand même une épine dorsale, c'est la question de la crise. Tous les candidats se sont positionnés autour de cette question de la relation à la crise, à la mondialisation et des moyens d'en sortir. Il y en a eu un autre aussi, c'est le fameux référendum pour ou contre Nicolas Sarkozy, qui a cristallisé le démarrage de la campagne. Et on a vu que ça tenait pas parce que finalement, Hollande a joué cette carte pendant très longtemps. On a vu que ça prenait pas trop. Et à un moment, il a basculé vers un discours. Le discours qu'il a fait le 22, c'était le 22 janvier, je crois, au Bourget, était déjà d'une autre tenue. Il a élevé le débat. Alors, on va parler des candidats les uns après les autres, si vous le voulez bien. On va commencer par Nicolas Sarkozy, qui en cette fin de semaine est en perte de vitesse dans les sondages. La plupart des sondages de fin de semaine le donnent en deuxième position au premier tour. De nouveau, voici ce qu'il en disait, on va l'écouter jeudi soir. Mais les sondages, tout le monde s'en moque.
Dans une semaine, 10 jours, on aura le résultat du premier tour. Dans 3 semaines, on aura le résultat du deuxième tour. Je vous dis une chose, il y aura comme d'habitude de grandes surprises. Mais ce n'est pas les sondages qui font l'élection, c'est le combat que l'on mène, la dynamique que l'on crée. Alors cette dynamique que l'on crée, je pense que vous allez être tous les deux d'accord. On la cherche, cette dynamique, toujours. Moi, je cherche l'arithmétique plus que la dynamique. C'est normal. C'est votre métier. Exactement. Non, mais c'est pour dire la dynamique, c'est très beau, mais l'arithmétique, c'est quand même très important. Pour une raison simple, c'est qu'il peut y avoir naturellement des éléments qui vont rentrer en ligne de compte dans le fait de savoir si c'est Nicolas Sarkozy qui sera un peu devant ou un peu derrière François Hollande. Ce n'est pas, de mon point de vue, l'élément central. L'élément central, c'est l'évaluation du poids des blocs, du poids du bloc de gauche, du poids du bloc de... Vous n'êtes pas du côté un peu atone de la campagne, du manque de propositions nouvelles d'un Nicolas Sarkozy qui nous avait habitués à plus de dynamisme? Non, je ne pense pas qu'il faille le prendre comme ça. Il y a dans le positionnement de Nicolas Sarkozy la volonté manifestement de faire une campagne courte et de donner beaucoup de mesures en un mois. Manifestement, ce n'est pas très performant si l'on en croit en tous les cas ce que nous mesurons en termes d'enquête. Mais sur les enjeux de dynamique et tout, je crois que ce qu'il faut essayer d'avoir à l'esprit, c'est combien pèse le bloc de gauche. Va-t-il le 22 avril peser 44 ou 45% ou au contraire 40% ou 41%? Ça, c'est important, beaucoup plus encore que de savoir si Nicolas Sarkozy est un point devant ou un point derrière François Hollande. Peu importe le premier tour, finalement. C'est normal que c'est son métier, cherche l'arithmétique. Moi, j'essaie de trouver plutôt quelque chose de plus émotionnel, parce qu'on sait très bien, surtout à l'oreille du deuxième tour, non pas du premier, mais du deuxième tour, l'émotionnel prend une place très importante, et moi, je cherche le désir. Où est le désir? Il n'y en a pas. Et dans toutes les élections que j'ai connues depuis que je suis gamin, j'ai toujours vu du désir, même quand c'était un désir un peu forcé, ou alors un désir de participer, par exemple, au deuxième tour en 2002, où un nombre de gens massifs ont fait un barrage au Front National. Concernant Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a encore du désir ou pas? Je pense que le premier désir qu'il doit essayer de recréer, c'est le désir des électeurs qui lui ont fait confiance en 2007. Et chez qui le désir s'est fortement érodé. Il a vraiment réussi depuis 2-3 mois à reconnecter un petit peu avec cet électorat qui avait été déçu. Et en reconnectant avec cet électorat, il a redonné de nouvelles raisons de croire. Mais la nouvelle raison de croire sur un deuxième mandat n'est pas encore une création de désir. Le seul truc sur lequel, je pense, table Nicolas Sarkozy, c'est mon avis, c'est le débat au second tour face au candidat qui sera peut-être... Bonne stratégie ou pas, Brice Teinturier, d'attendre ce fameux débat du deuxième tour, de l'entre-deux tours? Non, mais le second tour, il est quand même gravé quasiment dans le marbre des résultats du premier tour. Je sais bien qu'on dit toujours une campagne démarre, les compteurs dit Nicolas Sarkozy quand on l'a entendu, il faut attendre le premier tour. Tout à fait. Mais ça veut dire que tout n'est pas possible en fonction au second tour et dans le débat. Mais bien sûr, et dans le débat, ça dépend beaucoup des résultats du premier tour. J'en reviens, les dynamiques, c'est vrai que c'est fondamental si vous avez quelque chose de serré à l'issue du premier tour. Mais si vous avez une arithmétique forte en faveur de l'un ou de l'autre, le second tour et le débat n'a jamais déplacé substantiellement. On a vu cette semaine Nicolas Sarkozy aller en déplacement à Drancy, quasiment en catimini pour éviter les manifestations d'hostilité. Est-ce qu'on a déjà eu un président sortant aussi impopulaire? À ce niveau-là d'impopularité, non, mais attention, il y avait des cohabitations qui diluaient aussi les responsabilités, donc il faut revenir plutôt au modèle de 81. On avait un Valéry Giscard d'Estaing qui était très impopulaire aussi. Les choses n'étaient pas aussi cristallisées, fortes, puissantes, radicalisées, mais on a déjà connu des présidents sortants très impopulaires, notamment donc Valéry Giscard d'Estaing. On va parler à présent de l'autre candidat qui est en tête, en tout cas dans les sondages, c'est François Hollande. Craindrait-il la démobilisation, alors que un sondage le donne désormais en tête au premier tour? En tout cas, au meeting à Clermont-Ferrand, pour la première fois, il a déclaré qu'il croyait en la victoire. On l'écoute. Pour la responsabilité du pays, dans le gouvernement que je formerai, toutes celles et tous ceux, forces politiques qui m'auront soutenu pour le second tour, seront associés à la responsabilité de la France. Je n'écarterai personne, mais je ne forcerai personne, parce que ce sera sur le projet que j'aurai présenté que le rassemblement se fera et que la direction du pays sera engagée. Voilà, mes chers amis, ce que j'étais venu vous dire sur la place de Jaude aujourd'hui. On va gagner. Alors Brice Teinturier, on a entendu François Hollande, c'est la première fois qu'il dit clairement on va gagner, même s'il appelle évidemment à une forte mobilisation et d'un vote utile, encore une fois.
Je crois qu'il est dans la posture de quelqu'un qui cherche à galvaniser ses troupes et qui dit oui, on va gagner, et en même temps il ajoute tout de suite mais la mobilisation, il a raison d'ailleurs, est quelque chose d'essentiel. Donc il est dans une thématique quand même assez classique, même si tous les candidats en général essayent de mobiliser sans dire on va gagner. C'est quand même quelque chose qui, en soi, fait partie d'un registre qu'on peut retrouver. Mais c'est la première fois qu'on l'entend clairement comme ça. Il faut faire attention, parce que le « on va gagner » en général est un slogan d'entre-deux tours. Du candidat qui passe au premier tour, qui arrive ou en tête ou deuxième et qui joue la finale. On va gagner alors qu'on est en quart ou en huitième, ça n'a jamais porté bonheur à aucune équipe, à aucun sportif de haut niveau. Et je le répète, prenez des exemples. Jospin était tellement convaincu qu'il allait gagner qu'il a dit au premier tour, présider autrement. Prenez... Juste avant Balladur. Balladur, on dit mais il n'y aura même pas d'élection, de toute façon il va gagner au premier tour. Regardez ce que ça a donné. Mais enfin, rappelez-vous les journalistes qui faisaient... je me rappelle très bien des éditos, en disant voilà, rarement on a vu un tel élan, à la fois populaire, à la fois politique, autour de Balladur. Ça ne se passe jamais comme cela, parce que d'abord les Français n'aiment pas qu'on leur dicte leur choix. Et encore une fois, d'annoncer la victoire, d'annoncer que c'est plié avant le premier tour, c'est un risque, c'est un danger. Moi, ce que je voulais dire aussi, par rapport à un risque. Alors là, je vais parler d'arithmétique, je vais être sur votre terrain. Sur le report de voix, quand je vois des additions qui sont faites au second tour en prenant tous les votes de Mélenchon, pratiquement, sur le candidat socialiste, pour moi, c'est une erreur. Parce qu'au premier tour, je suis absolument convaincu, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'abstention et le vote blanc, qu'un grand nombre de gens de droite, déçus de Nicolas Sarkozy, vont... justement pour lui mettre un petit tacle, un petit carton jaune, voter Mélenchon au premier tour. Vous êtes d'accord? Non, ça pour le coup, on n'a absolument pas dans nos enquêtes. Voilà, absolument mais parce qu'ils n'oseront jamais l'avouer. Oui, dans une enquête, on n'osera jamais l'avouer. C'est le vote honteux, etc. Mais il faut le démontrer. Il ne suffit pas de l'affirmer, il faut le démontrer. démontrer. Non, je dis encore une fois, sur le cas Mélenchon, c'est une conviction. Sur le cas Mélenchon, ce qu'on a vu, c'est que d'abord, ce qu'il a pris, et ce qui fait sa dynamique, il l'a pris sur François Hollande principalement, pas sur des électeurs de droite qui voudraient, comme ça, tacler, entre guillemets, Nicolas Sarkozy. Ensuite, il en a pris un petit peu plus, un demi-point en gros sur François Bayrou et probablement un demi-point également sur Marine Le Pen. Et puis le surcroît, parce qu'il y a un moment où ce n'est pas que sur François Hollande qu'il prend ça, c'est peut-être sur des abstentionnistes, quand il est dans la zone à 14,5. On ne voit en tous les cas aucun élément d'électeurs UMP ou de Nicolas Sarkozy qui irait de manière forte sur Jean-Luc Mélenchon. Comme à l'époque avec Jean-Marie Le Pen. C'est exactement, pour moi, Mélenchon aujourd'hui, c'est le Pen de la gauche. C'est inexact. À l'époque, en 2007, nous l'avons parfaitement vu. Puisque je ne parle pas de 2007, je parle d'avant. Jean-Marie, non, avant, ne serait-ce qu'en 2002. Mais en 2002, pourquoi tout le monde s'est planté? Tout le monde s'est planté parce que personne n'a jamais osé dire « je voterai Jean-Marie Le Pen pour montrer mon mécontentement ». Et c'est pour ça que tout le monde s'est planté. C'est plus compliqué, mais au final, je regarde le résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, Mélenchon, attention, il plaît beaucoup plus loin qu'au camp de la gauche. Moi, j'entends des gens qui sont des votants de l'UMP depuis des années ne me parler que de Mélenchon depuis 2 mois. Oui, absolument. Et je pense que vous allez être surpris. Le premier tour ne va pas se passer comme ça. Je pense qu'on est d'accord. Il y aura des surprises. Moi, je pense que... On dit de toute façon toujours qu'il va y avoir des surprises. Et il y aura peut-être, probablement, bon, on verra bien. Je pense que pour Nicolas Sarkozy, l'enjeu, c'est plus Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon, honnêtement. Que pour faire remonter son niveau, il faut qu'il arrive à déverrouiller plutôt du vote FN qu'à faire revenir des électeurs qui seraient de droite et iraient sur Jean-Luc Mélenchon. Je parlais de l'arithmétique de gauche. Je prenais uniquement l'addition au second tour de Mélenchon sur Hollande. J'ai dit, n'oublions pas qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont... Il y a la question des reports, effectivement, qui sont à peu près de 80% dans ce que nous mesurons, ce qui correspond à des reports classiques qu'on avait avec le Parti communiste ou sur un candidat PS ensuite, qui peuvent être peut-être un peu plus bas, ça on verra bien, mais effectivement on a aujourd'hui des reports qui sont... Alors voilà pour le cas Mélenchon. On va parler de François Bayrou un petit peu, si vous le voulez bien. Son leitmotiv cette semaine, c'était qu'on ne parle pas des vrais sujets dans cette campagne, et il renvoie dos à dos les deux principaux candidats sur la question. On l'écoute. La faute aux deux candidats principaux parce qu'ils se sont entendus, au moins implicitement, pour ne pas traiter la question de la situation du pays et pour qu'on aille à l'élection présidentielle en effaçant le premier tour. L'un parce qu'il ne veut pas qu'on parle de son bilan, et l'autre parce que son programme est un programme de dépenses nouvelles. Dans un pays qui est dans la situation de la France, ce serait extraordinairement grave que d'entrer dans le nouveau mandat carnet de chèques ouvert. Franck Tapiro, il a raison quand même sur ce point, François Bayrou. On ne parle pas des problèmes qui fâchent parce que c'est bon pour personne, en tout cas pas pour les deux grands.
L'évitement et la projection vers le second tour évite de parler, c'est vrai, des problèmes qui fâchent. Pourquoi? Mais vous l'avez, Brice l'a très bien dit tout à l'heure, on est dans une époque de crise. Dans une époque de crise, on sait très bien que si on est dans la surpromesse, on a les bâtons qui arrivent directement en disant mais comment vous allez faire pour payer ceci, pour payer cela? François Hollande, là-dessus, est beaucoup plus ennuyé que Nicolas Sarkozy, parce que c'est un programme de dépenses, et on sait très bien que quoi qu'il arrive, qu'on soit de droite ou de gauche, on ne pourra pas y arriver, et je pense qu'ils ont intérêt à éviter finalement ce point de vue-là, et se retrouver finalement au second tour. Et Nicolas Sarkozy, je pense, s'il se retrouve face à François Hollande, a une fenêtre de tir très très forte. Pour rester sur le problème, François Bayrou, crédité entre 10, 11, peut-être même en dessous aujourd'hui, il a totalement gâché sa campagne, ou est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux, Brice Teinturier? Moi, je crois qu'il a un problème de positionnement politique, parce qu'il est très populaire, parmi les plus populaires. Son projet est perçu comme plutôt souhaitable et crédible dans de très bonnes proportions, même supérieur à Nicolas Sarkozy, à Jean-Luc Mélenchon et tout juste derrière François Hollande. Donc il a commis une erreur. Et pourtant, ça ne va pas. L'erreur, de mon point de vue, c'est celle qui rendait déjà les éléments très difficiles pour lui en 2007, c'est qu'on ne peut pas dans ce pays, avec une gauche et une droite qui, quoi qu'on en dise, correspondent à des familles encore fortement présentes et enracinées, avec des leaders en plus crédibles, Nicolas Sarkozy et François Hollande, lutter à la fois et contre la gauche et contre la droite. Faiseur de roi ou pas? Non, je crois pas faiseur de roi, ça dépendra d'abord de son niveau. Et puis les reports échappent quand même beaucoup aussi aux consignes des leaders. Pour l'instant, nous avons une amélioration des reports en faveur de Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'ils étaient il y a un mois, mais nous avons quelque chose de très équilibré. On verra si ça reste dans ces proportions ou pas. On ne vote pas pour un parti, on vote pour un homme ou une femme. Donc les reports, quand on parle législatif, dans les ballottages, etc., on peut y croire. Mais sur une présidentielle, je n'y ai jamais cru à ce point, parce que c'est quand même une personnalité. Sauf quand il y a, on va dire, un phénomène de conscience nationale, comme encore une fois l'élection de 2002, où là vraiment on oublie tout et on se dit, même les gens de gauche, on dit je vais aller voter Chirac, parce que je veux pas que Le Pen passe. C'est surtout qu'il a critiqué beaucoup et Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc c'est assez compliqué pour pour lui de prendre parti. quand même là un poste de Premier ministre, vous y croyez? Ça peut aller jusqu'au bout? Je n'en sais rigoureusement rien, parce que mais au niveau des électeurs, je pense qu'il y aura une difficulté si François Bayrou appelle à voter pour l'un ou pour l'autre, puisque immédiatement on lui fera remonter celui qui... Donc il est piégé. Mais il est dans une position, je crois, extrêmement difficile dans un système bipolaire qui oppose la gauche et la droite. Oui, et puis on peut le déplorer, mais c'est quand même un élément de réalité. Je suis d'accord, le problème qui s'ajoute à ça aussi, c'est que dans une élection, on dit toujours c'est un homme ou une femme seul face aux Français. C'est vrai. Le problème, c'est que François Bayrou pousse ce syndrome un peu plus loin, puisqu'il est réellement tout seul face aux Français. Et il s'isole volontairement en disant « je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis contre tout le monde ». Et à force de s'isoler, d'être tout seul, de ne pas avoir beaucoup de relais non plus, finalement on se dit c'est un peu comme Assurance Tourix, le barde qu'on bâillonne, il ne peut jamais participer au banquet alors que tout le monde aimerait l'écouter, mais malheureusement on ne peut pas l'entendre. Et il finit par se décrédibiliser alors qu'il a toujours un très bon début de campagne et à 10 mètres de la ligne d'arrivée, patatras. Alors on va parler des autres candidats. À une semaine du premier tour, Eva Joly, elle a décidé de concentrer ses attaques contre Marine Le Pen. Elle accuse de détournement d'héritage et de mentir. Réplique de la candidate du FN qui attaque sur le plan judiciaire. On écoute les deux candidates. Je pense que c'est une femme qui mente. Je pense que lorsqu'elle dit qu'elle est la candidate du peuple, il est important que quelqu'un rappelle que ce n'est pas vrai, qu'elle vit dans un château. Et je rappelle l'origine de ce château. C'est une héritière et de la fortune et du parti. Elle ne vient pas de nulle part. C'est qu'elle n'a aucune excuse puisqu'elle est une ancienne juge d'instruction. Par conséquent, elle savait pertinemment la portée des propos qu'elle a tenus. Eh bien, les tribunaux vont en être saisis et rendront leur décision avant le premier tour. Chacun pourra donc voir que cette dame qui se dit pour la moralisation de la vie politique aura été condamnée en diffamation pour avoir porté des calomnies inadmissibles sur une de ses adversaires. Franck Tapiro, on voit bien qu'on est dans la petite polémique, on n'y a plus de débat de fond en tout cas, ou des candidates qui essayent de rattraper quelques points. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans la petite polémique parce qu'on est dans la petite politique. On n'a rien trouvé de mieux à quelques jours du scrutin de balancer un truc comme ça. Et encore une fois, que ce soit de Eva Joly à Marine Le Pen, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, ça m'aurait tout autant. On voit bien la stratégie d'Eva Joly qui essaye d'attirer sur un terrain judiciaire. C'est décevant. Oui, mais à la limite, c'est son terrain, mais quand on annonce un truc pareil, on amène des preuves, elle est juge d'instruction. Donc là, elle risque juste de se prendre un référé qui va peut-être annoncer qu'elle a fait. Mais enfin, tout ça, c'est pas au niveau du présidentiel. Mais c'est nul en termes de communication, c'est totalement scandaleux, c'est nul. Et encore une fois, je mets en valeur absolue les personnes qui sont en question.
les Français ont besoin d'entendre autre chose. Cette campagne est vraiment minable en termes d'éléments politiques majeurs, en termes d'attentes, en termes d'idées, et on va sortir un problème d'héritage qui date de Mathusalem. Vraiment, je trouve ça... C'est surtout qu'elle n'est pas juge d'instruction, elle est la candidate des Verts. Et ce que les électeurs lui ont reproché, et ce qui fait qu'elle a perdu des électeurs, c'est qu'elle ne parlait pas assez des enjeux d'environnement et de crise. Et qu'elle est très vite allée sur des enjeux sociétaux, ce que lui ont reproché ses électeurs. Et Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue, a été la structure d'accueil d'une partie des électeurs verts. Pour Eva Joly. Marine Le Pen, qui se voit aujourd'hui à plus de 20%, en tout cas c'est ce qu'elle disait dans un journal Le Monde. Je sais que c'est ce qu'elle dit. Nous verrons bien. Nous avons à 15%. Je pense que le score du Front National, aujourd'hui en tout cas, est entre 14, 15, 16%. En tous les cas, dans cette zone-là. Beaucoup selon vous Mais oui, il ne faudra pas oublier quand même que 15%, ça serait le deuxième meilleur score du Front National à une élection présidentielle. Donc il faudra raisonner sur les faits et pas sur les anticipations par rapport au sondage. Une étude de début de semaine qui la donne leader chez les 18-24 ans. Oui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je sais qu'on en a fait la une et que ça a été un objet de nombreux commentaires. Mais en réalité, déjà, Jean-Marie Le Pen avait un électorat ouvrier et jeune dès 95. Qu'est-ce qui attire les jeunes dans cette... Qu'est-ce qui attire les jeunes ? D'abord, ce sont des jeunes de milieux populaires qui rencontrent énormément de difficultés sur le marché du travail, qui ont l'impression que le système les écrase. Ce qui les attire, c'est donc quelqu'un qui leur donne le sentiment qu'il comprend ou qu'elle comprend leurs préoccupations et qu'elle peut ouvrir, selon elle, des perspectives différentes. C'est aussi l'idée d'un pouvoir fort. L'idée de la force est importante pour l'électorat du Front National, qui est un électorat masculin. Quand on dit les jeunes, il faut préciser que ce sont les jeunes garçons, d'ailleurs, beaucoup plus que les jeunes filles. Il y a toujours cette variable du genre qui est importante. Marine Le Pen est aussi une jeune femme, plus jeune, c'est la fille de son père, mais plus jeune femme, qui leur parle avec des mots plus simples. Et quand il parle, d'abord il l'appelle Marine, il l'appelle plus avant Jean-Marie, on l'appelait Le Pen. On votait Le Pen, on pensait Le Pen, on ne l'appelait jamais Jean-Marie. Et tout le monde l'appelle Marine. Et quand il parle d'elle, d'abord il n'y a aucun phénomène ni de honte, ni de vote honteux. On parle de Marine. Elle réussit sa campagne, Marine Le Pen, selon vous ? Non seulement elle le réussit, mais depuis très longtemps, puisqu'on l'a toujours sous-estimé, mais ce qu'elle a réussi à faire, surtout, c'est à changer les mentalités par rapport aux idées qu'elle défend. Elle va changer sa marque, c'est sûr, à mon avis, avant la législative. Ah, vous pensez ? Mais oui, parce que voter Front National, c'est pas pareil que voter Marine. C'est plus facile de voter Marine Le Pen que de voter Front National. Il faut bien se le dire. Voter Front National, il y a des gens qui ne pourront jamais le faire. Alors que voter Marine Le Pen, aujourd'hui, elle a brisé un verrou. C'est de dire que finalement, elle n'a pas les idées de son père. Elle n'est pas suspectée d'être ni raciste, ni antisémite. Elle est moins extrémiste que son père. Elle est plutôt dans un autre positionnement. Dans un autre positionnement, il faudra bien la requalifier, la reconsidérer. Et je pense que les sondeurs vont avoir beaucoup de mal, non seulement maintenant et avant la législative. Mais elle a réussi à percer justement ce verrou de dire c'est pas la fille de Jean-Marie, c'est Marine qui vous parle. Alors, un mot des petits candidats maintenant. Il y en a un qui a largement réussi son grand oral cette semaine, je pense que vous serez d'accord, c'est Philippe Poutou. Une étonnante prestation sur le plateau de l'émission des Paroles et des Actes, en anti-candidat modèle qui n'a aucune ambition politique, si ce n'est de faire entendre le peuple. Extrait. Ce que je veux exprimer, c'est que la carrière politique, je ne veux pas en faire une. On ne veut pas en faire une. Nous, on veut que la politique, ce soit l'affaire de tous. On veut que les opprimés prennent la parole. On veut que les opprimés fassent de la politique et prennent leurs affaires en main. Et nous, c'est l'occasion de pouvoir exprimer ça. Bon. Et c'est vrai que ça surprend, c'est en décalage avec les autres, qui sont tous, enfin, qui se ressemblent tous. Même Olivier Besancenot. Mais Besancenot, il est facteur. Il aimait bien ça. Oui, mais il aimait bien ça. Non, mais la preuve, c'est qu'il n'a pas tellement voulu continuer parce qu'il s'est dit, bah, tiens, fais-le, tu vas te faire chier maintenant, c'est à ton tour. C'est ton tour. Mais non, mais parce qu'on est dans un parti, on court pas après ça. Voilà. On est le porte-parole de la révolte, de la colère sociale. Bon, certes, on ne renforce pas le fond de la campagne avec ça, mais vous qui êtes spécialisé des produits politiques, un peu marketing, est-ce qu'il réussit là un petit exploit quand même? Est-ce qu'il risque de remonter avec ce genre de prestations? Ce que Poutou a réussi de mieux cette semaine par rapport à tous les candidats, Sarko, Hollande, c'est son clip de campagne, qui sont juste encore plus lénifiants que la campagne. Finalement, c'est le miroir de cette campagne, lénifiant. En 2012, vous imaginez, avec les techniques, les tweets, les machins, la vidéo, on a des horreurs. Et ne parlons pas des contraintes du CSA, parce que le CSA l'a obligé d'élu. On parle de son long clip, voilà. Pas du petit le long clip début avec de semaine. Question pour un champion. Moi, ça m'a fait rigoler. Au moins, c'est une façon pour lui d'avoir une tribune. Et on l'estime à 1%, je sais pas, vous me direz. Mais là, au moins, on parle de lui. Est-ce qu'il va remonter un petit peu? Ce qu'il réussit là, c'est un effet de différenciation. Ils se ressemblent tous. Et c'est un effet d'authenticité. Comme l'avait fait Olivier Besancenot. Oui, mais j'allais justement y venir. Maintenant, quand on dit il réussit, Olivier Besancenot avait fait entre 4 et 5% suivant les élections. Donc là, on est plutôt à 1. Il va peut-être faire 1,5 ou 2, je ne sais pas. Mais on est en réalité en dessous des scores. Qu'est-ce que vous pensez des autres candidats, rapidement? Nicolas Dupont-Aignan, Madame Arthaud?
Nicolas Dupont-Aignan pourrait aussi progresser un petit peu, il pourrait être dans la zone des 2%. Cette séquence-là leur a permis de se faire connaître, de se faire entendre. Ils ont leur cohérence. Et du coup, je crois qu'un des effets, c'est que ça leur permet d'exprimer leur cohérence, leur positionnement, de se faire un peu mieux connaître. Donc voilà. Il y a aussi une forme de sincérité, je dirais, par manque de sincérité des grands partis concernés. Ce que les gens recherchent, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à Hollande et à Nicolas Sarkozy et à Bayrou aussi, c'est une forme de sincérité qu'ils avaient par le passé. Et la sincérité, pour moi, c'est ce qui crée le désir et ce qui crée à un moment la vérité. Les poutous, voilà. Et justement, les poutous, il y a un slogan sympa qu'on pourrait dire d'ailleurs contre la crise, les Français ont besoin de poutous. Il aurait pu le reprendre, puisque ça pourrait être un joli slogan commun pour faire du buzz. Les poutous et les gens ont besoin justement de projeter cette sincérité pour attirer un peu plus de... Je suis 1000 fois d'accord, ça fait des années maintenant que je dis que la sincérité n'est plus une catégorie psychologique ou morale, mais est devenue une catégorie politique. Pour beaucoup de raisons. Simplement, ils ne sont pas tous notés à la même ancienne. Et de ce point de vue, François Hollande est beaucoup mieux noté que Nicolas Sarkozy, beaucoup mieux noté encore que même Jean-Luc Mélenchon, mais qui a progressé justement. Il y a un effet d'authenticité et de sincérité qui devient un facteur discriminant des candidats. Et c'est ça qu'on a vu avec... Alors messieurs, vous suivez sûrement la campagne aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, on imagine. Et le président Barack Obama l'avait ouvert la voie il y a 4 ans, mobilisant ses supporters via le web. Ses émissaires ont rencontré les équipes de campagne de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et de François Bayrou. Une mission d'observation qui peut porter conseil aux différents candidats. Paul Bouffard. Pour remporter l'Elysée, il faut désormais être connecté. Sur Internet, la campagne fait rage. Et pour aider les candidats, les différents QG accueillent les spécialistes en la matière. Des experts qui organisent la toile de Barack Obama depuis 2008. Stéphane Gir est l'un d'entre eux. 3 règles d'or structurent une web campagne, mais selon lui en France, on ne les applique pas forcément. On dit souvent aux États-Unis qu'il y a 3 règles majeures pour une campagne sur Internet. On les appelle les 3 M. Money pour argent, messaging pour mailing et mobilisation. Ici, en France, on n'a pas à trouver des fonds. L'État finance les élections. Pour la communication, on n'a pas le droit ni sur Internet ni à la télévision de diffuser des publicités. Ce qui compte en France, c'est la mobilisation en ligne. Petit à petit, l'Internet politique rattrape son retard sur les États-Unis. Le cyber porte-à-porte s'enracine, on développe les sites de campagne comme on concevait avant, une affiche. Et quand le spécialiste américain pose son regard ici en France, un des candidats se démarque. François Bayrou et Nicolas Sarkozy sont très bons sur Internet. Ils sont professionnels, ils ont un bon design et un bon développement. Mais François Hollande est vraiment plus sérieux. L'organisation de la mobilisation, l'organisation de ses militants, ça fait vraiment partie de sa stratégie. Convaincre les électeurs grâce à la mobilisation en ligne, ils l'ont tous bien compris. Reste un problème, en France, le budget de campagne consacré à Internet par François Hollande ou encore Nicolas Sarkozy dépasse à peine les 2 millions d'euros. Barack Obama pourrait lui disposer en 2012 de près de 300 millions de dollars. Franck Tapieron est encore très loin des campagnes à l'américaine, mais ça commence un petit peu à progresser. Oui, déjà en 2007, enfin avec l'UMP, on avait commencé un peu plus tôt, puisque dès 2006 déjà, avec l'achat de mots-clés, avec des actions de mobilisation, des chats online, etc., on arrivait vraiment à créer du buzz, puisque même certaines personnes qui tapaient Ségolène Royal se retrouvaient sur le site de l'UMP par un miracle technique absolument incroyable. Et on va dire en 5 ans, on voit que Internet a pris plus d'importance, mais n'a absolument rien à voir, par exemple, avec une campagne américaine où vraiment toute la stratégie de fan club, de réseau, de mobilisation, ce qu'ils ont fait, ce qu'Obama a fait aux dernières élections avec Miami, où chaque personne devait convaincre sa grand-mère dans la communauté juive de voter pour Obama, c'était absolument incroyable et ça a eu un effet phénoménal. Regardez ce qui se passe sur Internet. Les 2 grands partis sont au même niveau? Non, d'ailleurs, l'observateur américain le dit, Sarko est loin devant avec Bayrou, et il y a un petit décrochement, c'est assez curieux, moi je pensais qu'Hollande allait avoir l'équipe de Hollande est plus sérieuse. Oui, sur le terrain pour la mobilisation, mais en termes de
d'activation, comme on parle, d'activation digitale. L'équipe de Nicolas Sarkozy est loin devant. Brice Teinturier, est-ce que c'est vraiment dans cette campagne quelque chose qui change? C'est-à-dire que les tweets créent des mouvements d'opinion. On a vraiment de nouveaux facteurs en 2012. On ne le sait pas très bien, mais c'est un des nouveaux facteurs en réalité quand même de la campagne. Moi j'en vois deux. Celui-là, c'est-à-dire effectivement une campagne sur le web qui est plus importante et notamment sur les enjeux de mobilisation. Et puis également les médias d'information continue, qu'on n'avait pas à ce point aussi nombreux en 2007 et qui transforment. Alors la télévision, le média télévision et aussi radio reste le média de masse par excellence, mais la question de la mobilisation qui devient la question clé, celle-ci peut effectivement plus s'activer aujourd'hui par des techniques de mobilisation sur le web. On retrouve vos sondages, que ce soit votre institut ou un autre, on les retrouve dans l'instantané sur les réseaux sociaux, comme une traînée de poussière finalement, et ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Alors, quelle est la trace laissée? C'est ça, quel est l'effet produit, quelle est la trace laissée? C'est ça qu'il faudrait essayer de mesurer. Mais en tous les cas, l'information s'échange beaucoup plus vite. Il y a des tentatives d'influence. Certains candidats essayent d'instrumentaliser les sondages pour créer des éléments. Sur chaque grande intervention télévisée, hein, ça c'est devenu... C'est beaucoup plus coordonné, c'est beaucoup plus massif, c'est beaucoup plus rapide. Il y a un vrai risque. Le seul risque d'ailleurs, c'est via Twitter, c'est ce qu'on appelle la fourchette entre 18h et 20h sur les deux tours. On sait très bien que les premières estimations arrivent et on pourrait imaginer ce qu'on appelle un massive bombing, c'est-à-dire que quelqu'un tweet et que plein de militants tweetent en disant oh là là, on est en retard, on a eu les premières estimations. Et votre réponse, le spécialisé sondage. Ce sketch est en train de monter. Oui. On est en train de nous dire des tas de choses. Vous ne croyez pas? Mais il faut juste être un peu raisonnable. Les premières estimations n'arrivent pas à 18h, elles arrivent plutôt à 19h. Le corps électoral qui vote entre 19h et 20h, il est quand même assez réduit. Et on ne voit pas pourquoi, sur la base d'estimations qui même seraient tweetées, on aurait une mobilisation tout à coup beaucoup plus forte du corps électoral en faveur de tel ou tel. Voilà, on est rassuré là. Je ne parlais pas des vrais retours de sondage à 19h. Je parlais des vrais faux bruits qui existent, et vous le savez, de toutes les élections. Exactement. À partir de 18h, à partir de 18h, on a, ça y est, je sais, on est devant, on n'est pas devant, il nous manque de points, il nous manque 3 points. Et qu'on le veuille ou non, on est sur la perception. Et qu'on active très facilement sur Facebook et sur Twitter ce genre de délire, ce genre de fantasme. C'est ça dont je parlais, évidemment. Donc de 18h à 19h, il va peut-être y avoir un mouvement massif. À 19h, peut-être correction. En tout cas, de 18h à 20h, moi je vous engage à observer ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on risque vraiment d'avoir un avant et un après. C'est promis. Merci messieurs, merci d'être intervenus. On va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Oui, on va rester ensemble. Nous, dans les 5 dernières minutes de cette émission, on va recevoir un humoriste, Christophe Alévêque. À la scène, il est super rebelle, candidat à l'élection présidentielle. Thomas Soulier l'avait suivi à Nice il y a environ un mois. Le spectacle sur scène et dans la rue. On regarde et on en parle. Super rebelle, candidat virtuel à la présidentielle, est à Nice toute la journée. J'avais 2662 signatures, dont ma mère et mes cousins, et puis ils n'en ont pas voulu. Mais vous avez l'âge de voter ou pas? Ouais. Et vous allez voter? Non. On va choisir à votre place alors. C'est pas grave. Si on peut en convaincre 10 d'aller voter alors que ou de s'intéresser au débat, ben, on aura gagné. Mais les gens sont... Il y a un dépit, ouais, il y a un vrai dépit. Super rebelle, je m'appelle pendant la présidentielle, voilà. Si, il est très drôle, mais je dis, je suis pas du même bord. Vous avez déjà fait votre choix? Ah, moi, oui. Bon. Ah, ben moi aussi. Vous aussi? Ah, oui. Bon, bah d'accord, hein. Et on votera. Voilà. Et vous ne le saurez pas. Eh ben, vous ne... Oh, j'en ai une petite idée. Président pour la France, super rebelle, président des Français. Il a fait son mea culpa, hein. Oh, le Fouquet, je regrette le Fouquet. Bon. C'est Mireille Mathieu qui m'a poussé. Voilà, après, le yacht de Bolloré, tout ça, là, hop, oui, bah, j'y suis allé, je suis allé sur un bateau, c'est un bateau, quoi. Non, c'était un yacht, oui, c'est un bateau, quoi. Les gens en ont marre de ça. Les échanges de petites phrases entre candidats, tout ça, mais c'est lassant. Et alors, pendant que Mélenchon était à la Bastille, avec le siècle des Lumières, le génie de la Bastille, le pouvoir au peuple, Hollande était donc avec des artistes au cirque d'hiver. C'est ni moraliste, ni didactique, rien du tout. Simplement, réveillez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Parce que quand on a peur, eh ben, on réfléchit pas.
votre cape de super rebelle, on vous en remercie. La campagne, je ne me déplace plus avec ma cape. Vous ne la lâchez plus. Donc vous êtes en ce moment à Paris au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 6 mai. On a vu que vous étiez en province auparavant. C'est qui Super Rebelle? C'est une sorte de Poutou, de Mélenchon ou rien à voir? Non, c'est une sorte, c'est le héros que tous les Français attendent pour sauver la nation. Je crois qu'il en faut un. Alors évidemment, il n'existe pas, donc moi je l'ai inventé. Il n'y en a pas du tout dans cette élection, il n'y a pas de héros. Oh, non. Vous en avez vu un, vous? C'est une question que je vous pose. Non, il n'y en a pas, mais il n'existe pas, cet homme ou cette femme. C'est un leurre. Mais moi, je trouvais depuis très longtemps que la campagne ressemblait de plus en plus à un spectacle. Celle de 2007, c'était effarant. Puis celle-là, c'est à peu près... Elle vous plaît pas, cette élection, cette campagne électorale? Non, Pourquoi? elle est minable, le débat n'existe pas. Bah, je ne sais pas, il y a on nous annonçait une grande émission hier ou avant-hier sur France 2, un grand débat, mais il n'y a pas de débat. Ils étaient les uns après les autres, c'était le principe de l'émission. Oui, mais c'est ridicule. Nous, ce qu'on aurait envie d'entendre, c'est programme contre programme. Moi, je propose ça, moi, je propose ça. On vous voit dans le sujet tenter de convaincre les gens dans la rue, aller au-devant d'eux. Et vous rencontrez beaucoup de scepticisme, visiblement aussi. Et nous, on a fait toute une fausse campagne qui fera l'objet d'un documentaire, d'ailleurs, qui passera sur le 8 mai sur France 5. Et c'est incroyable le dépit qu'on a rencontré, parce que comme les vrais candidats, là, moi j'ai vu les gens, quoi, les vrais gens, on est allé leur parler sur les marchés, les cafés politiques. Il y a une résignation hallucinante, quoi. Je pense qu'on va péter un record d'abstention, moi. Hein. Oui, le sondeur qu'on a reçu tout à l'heure disait l'inverse. Mais comment réagit un petit peu le public? En général, comment réagit la salle? Je pense qu'il vaut mieux croire les pitres que les sondeurs. Hein. Les humoristes que les sondeurs. Ils sont en général beaucoup plus sérieux. Christophe Alévêque, comment réagit la salle? On voit souvent interpeller la salle sur les hommes et les femmes politiques. Vous imitez Nicolas Sarkozy, on l'a vu. Le spectacle, c'est une vraie thérapie, c'est un vrai spectacle. D'abord, il y a 4 musiciens sur scène, c'est un show, les gens sont là pour se marrer. Ils ont besoin, oui, c'est un besoin physique. C'est-à-dire qu'on sent un abattement, un vrai abattement, quoi. Et donc, moi, je suis là pour leur dire, réveillons-nous, et puis comme ça, on réfléchit mieux. Parce que si on est endormi ou apathique ou qu'on a peur... Votre donne envie aussi de réfléchir sur peut-être le vide politique. On vous entend prononcer un discours, finalement, où il n'y a rien dans ce discours. Et c'est la caricature de ce qu'on voit aujourd'hui? Hormis de temps en temps des petites phrases qui s'envoient dans la tête comme ça, qui n'ont aucun intérêt, qui sont... le seul intérêt, c'est pour les humoristes. Hein, donc, moi, à la limite, tant mieux. Mais les gens en ont marre, mais c'est absolument hallucinant. Oui, mais c'est peut-être contre-productif. Alors, si vous montrez comme ça des candidats qui n'ont rien à dire, ça renforce vos spectateurs dans l'idée qu'il vaut mieux aller dans l'humour que dans la politique. Moi, je m'adresse aussi aux politiques. Je ne sais pas s'ils m'écoutent, s'ils me regardent, j'en sais rien. Mais qu'ils aient la sensation de se voir, quoi. De voir à quel point, de temps en temps, ils peuvent être totalement vides, creux et ridicules. Donc, de les réveiller aussi, quoi. C'est juste ça. Mais moi, le discours droite et gauche, c'est pareil, ils sont tous pourris. Non, ça c'est pas ça du tout, c'est l'inverse, quoi. Il n'y a aucun candidat qui y trouve grâce à vos yeux. On parlait tout à l'heure de Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon. Super Rebelle plane au-dessus de tout ça, voilà. Maintenant, si vous me parlez à moi, moi je pense qu'il faut se débarrasser du président actuel, point. Vous savez si des candidats sont venus vous voir? Vous me direz, ils n'ont pas forcément le temps en ce moment. Non, puis je ne leur conseillerais pas forcément de venir non plus. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, nous, on vous verra jusqu'au... Moi, j'ai pas envie d'être trop lié avec eux, parce que c'est des grands dragueurs, c'est des grands... Ils sont très forts. En tout cas, vous verrez donc jusqu'au 6 mai au soir, au Théâtre du Rond-Point. 6 mai, exutoire. On joue à la présidentielle tous ensemble. Les gens ont des petits drapeaux, on joue avec des ballons. Les soirs des 2 tours, vous êtes en spectacle? C'est ça, et vous donnez les résultats en direct? Le résultat en direct. Enfin, il paraît qu'on aura les résultats avant, mais je ne sais pas. Sinon, on essaiera de venir vous voir au théâtre. Commentaire en direct. Ensuite, le 6 mai, je pense que même le Rond-Point va être transformé en QG les présidentielles. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau, Christophe Alévêque. Merci de nous avoir suivis. Merci, Aude. On se retrouve non pas la semaine prochaine pour cause de premier tour et donc de silence pendant le week-end, silence politique. On se retrouve donc la semaine suivante entre les 2 tours, bien sûr. Bon week-end. Bon week-end.